Salvete omnes. J'aime bien le miel et vous? Le miel peut venir de différents types. Par exemple, miel de lavande, miel de faux acacia, miel de tilleul et d'autres types de plantes. Mais comment est fait le miel et comment font les abeilles pour choisir les fleurs dont elles vont sortir le nectar pour préparer le miel? On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Mordi, je suis biologiste et grand amateur du miel et des abeilles. Je travaille sur la perception, l'apprentissage et la mémoire sur des animaux depuis 25 ans. Et aujourd'hui, je vous parlerai des travaux que j'ai réalisés durant ma thèse doctorale que j'ai soutenue il y a 20 ans. Quand nous travaillons sur la biologie et sur les sciences naturelles en général, tout doit commencer par l'observation de la nature. Donc, si on veut s'intéresser à comment les abeilles font pour reconnaître les différents types de fleurs, il faut observer comment elles travaillent dans leur métier préféré, c'est-à-dire le butinage du nectar. Le nectar est basiquement une solution sucrée produite par les fleurs. Et quel est l'essence pour les fleurs de produire du nectar? Attirer les abeilles. Simplement parce que les abeilles, en plus d'absorber le nectar, qui les sert de nourriture, elles vont aussi s'imprégner de pollen. Le pollen est simplement les gamètes, les cellules qui servent à produire les grains dans les plantes. Donc, ça sert à la reproduction des plantes qui ont des fleurs. Et donc, les abeilles, quand elles vont d'une fleur à l'autre, elles vont transporter des grains du pollen et les plantes pourront ainsi se reproduire. C'est une relation mutualiste. Les plantes arrivent à se reproduire, les abeilles arrivent à se nourrir. Les plantes donc veulent attirer les abeilles aux fleurs. C'est pour cette raison que l'évolution a fait que les fleurs aient des couleurs qui soient facilement repérables par les abeilles, qui aussi la forme de la fleur, donc la vision est très importante. Et une fois que l'animal arrive à proximité, l'abeille va à sentir l'odeur de la fleur. Et donc, ces substances odorantes servent beaucoup à l'abeille pour identifier quelles sont les fleurs qui produisent du nectar. Et les nectars de certaines qualités, avec beaucoup de sucre, avec fluidité, quantité, toutes ces choses qui servent pour savoir que cette fleur est une bonne source de nourriture. L'abeille arrive à la fleur, elle va reconnaître la position du nectar et pour l'absorber, elle va sentir l'odeur avec ses antennes et une fois qu'elle découvre où se trouve le nectar, elle étire le proboscis. Le proboscis, c'est la petite trompe qu'ont les abeilles formée par ces pièces buccales. Cette trompe sert justement à absorber le nectar et de l'eau pour se nourrir et pour boire. Et donc une fois que l'abeille a fait ça, elle a identifié une bonne fleur comme source de nourriture, elle va continuer à chercher des fleurs du même type. Cela veut dire que l'abeille reconnaît et mémorise quel type de fleur donne du bon nectar, qu'elle va préférer toujours continuer à chercher le même type de fleurs et qu'elle est capable de savoir qu'il s'agit de fleurs différentes, voire de plantes différentes, des fois dans des emplacements différents. Or, tout le long de la saison, les fleurs ne sont pas les mêmes. Au début du printemps, il y a un type de fleurs. Quand le printemps termine, il y a d'autres types de fleurs, et en été et vers l'automne, d'autres types de fleurs. L'abeille a besoin de se nourrir pendant toute la saison de chaleur pour justement faire des réserves de nourriture pour l'hiver quand il y aura plus de fleurs. Donc rester toujours sur les mêmes types fixés, c'est pas quelque chose d'adaptatif. L'animal a besoin donc d'être capable de changer. Mais quel est le premier choix que fait une abeille une fois que la fleur connue n'est plus dans son environnement? Elle va choisir une fleur qui soit similaire. Donc il faut reconnaître que deux choses sont différentes, mais que tous les deux pourraient donner de la nourriture. Cela, c'est une capacité, qu'on dit une capacité cognitive, très développée. Cela s'appelle la généralisation. On sait bien que ces deux objets sont deux objets différents, mais on donne la même valeur à ces deux objets. Pensez par exemple quand, nous avons ici
des livres. Tous sont des livres, on les met dans le même endroit de la maison, bien que sont des livres qu'on sait que le contenu est différent, que les couvertures sont différentes, etc. Ça s'appelle généraliser. Et donc, ils sont capables de généraliser entre les fleurs et les premiers choix qu'ils vont faire quand la fleur connue n'est plus disponible dans la nature, c'est chercher une fleur qui soit similaire. Par exemple, que l'odeur de cette fleur soit similaire. Et la question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce qui fait que deux odeurs soient perçues comme similaires par les abeilles. Donc pour cela, il faut faire des travaux en laboratoire dans des conditions contrôlées et je vais vous raconter qu'est-ce que nous avons fait il y a déjà plusieurs années pendant ma thèse doctorale. Donc j'aime bien raconter ces histoires maintenant, 20 ans après avoir soutenu mon doctorat, parce que c'est pour tout biologiste une étape de la vie très importante, très formatrice, et je veux raconter pas seulement les résultats qui sont disponibles dans les publications, mais je voudrais aussi rentrer dans un côté plus humain et plus anecdotique de ma thèse de doctorat, parce que c'est un travail que j'ai partagé avec des collègues, avec des directeurs qui ont été tous hyper sympathiques et qui m'ont appris beaucoup de choses dans ma vie. Et si tu aimes la nature, si tu aimes la science et si tu aimes mes vidéos, je t'invite à te souscrire à ma chaîne de YouTube. Ça m'aide énormément pour continuer à faire ce type d'activité. Si cette vidéo te plaît, laisse-moi un like et bien sûr des commentaires, des questions sont toujours bienvenus, des suggestions. Laissez-moi vos impressions, que je suis très content de les lire et d'interagir avec vous. Notre question, c'était donc savoir quelles odeurs étaient perçues comme similaires ou comme pas similaires pour les abeilles. D'abord, nous avons utilisé des substances pures dont nous connaissions la structure chimique. Nous avons étudié la chimie et donc nous savons que ces substances, la molécule a une chaîne d'atomes de carbone. Les chaînes qu'on a présentées sont de 4 longueurs différentes, donc entre 6 et 9 atomes de carbone, tout comme une espèce de saucisson l'un après l'autre. Et dans une des extrémités, ou dans le deuxième atome de carbone, il y avait deux groupes fonctionnels différents, c'est-à-dire quelques molécules, on les appelle alcool, d'autres on les appelle aldéhydes et d'autres on les appelle cétones. Parmi les alcools, il y a deux types qu'on appelle primaires et secondaires. Ça reste des alcools, mais sont des alcools un peu différents. Donc, quand on observe la structure des molécules, on peut voir qu'il y a des structures différentes, quelques-unes plus similaires entre elles que quelques autres. Nous savons tout ça parce que nous étudions la chimie. Nous pouvons comparer à notre odorat lesquels nous semblent plus similaires et lesquels moins similaires. Mais est-ce que c'est la même chose pour les abeilles? Tout ça, nous ne le savions pas. Et donc, avec des expériences de comportement, nous pourrions donner réponse à cette question. En conditions de laboratoire, ce que nous devons faire, c'est prendre les abeilles et les placer dans des petits conteneurs qui leur permettent de bouger uniquement les antennes et les pièces buccales, dont le proboscis, la petite trompe. Dans ces conditions, nous essayons de répéter ce qui se passe dans la nature quand l'abeille arrive à une fleur. On donne à l'abeille la possibilité de sentir une odeur. Cette odeur ne provoque aucune réaction dans l'animal. Cette odeur est inconnue pour l'abeille. Ça apparaît marqué avec un petit carré rouge dans l'image. Ensuite, on présente de la solution sucrée avec un cure-dent et l'abeille étire le proboscis pour absorber le sucre. Si on répète cette opération, l'abeille étire le proboscis à la seule présence de l'odeur. Donc, on a une association qui s'est faite entre une odeur et la présence de nourriture, présentée bien sûr d'abord l'odeur et après la nourriture. Ça s'appelle un conditionnement, la même chose que les célèbres chiens de Pavlov, mais bon, ça s'est fait avec des abeilles.
et cela permet de faire beaucoup d'études en laboratoire sur les capacités d'apprentissage qu'ont les abeilles. Donc, comment on pouvait faire pour savoir si l'abeille perçoit les odeurs comme similaires ou comme non similaires? On devrait présenter deux odeurs à l'abeille. Et la manière de le faire, c'est tout d'abord, on présente de manière répétée 3 fois une odeur avec de la solution sucrée. Ce qu'on observe, c'est que l'abeille, au fur et à mesure qu'on répète ces présentations, étire le proboscis à la présence de l'odeur. Nous avons fait ça avec 16 substances différentes, celles que nous avons utilisées pour l'expérience totale. Dans tous les cas, les abeilles répondaient à l'odeur qui avait été présentée 3 fois avec de la solution sucrée. Et pour savoir si une odeur différente était perçue comme similaire ou pas, on a fait comme dans la nature. L'abeille connaît l'odeur d'une fleur. S'il y a une fleur qui sent de manière similaire, elle va être attirée par cette odeur aussi. De manière analogue, en laboratoire, on a présenté une odeur 3 fois associée à la solution sucrée, mais ensuite, on teste la réaction à une odeur différente. Si pour l'abeille, ces odeurs sont similaires, donc elle va répondre à la nouvelle odeur présentée. Si la nouvelle odeur est perçue comme très différente et dissimilaire, on va dire pour le terme technique, de l'odeur qui a été présentée dans la phase d'entraînement, et donc l'abeille ne répondra pas. Et ce qui nous restait à faire, c'est à compter combien d'abeilles avaient répondu dans chaque combinaison d'odeurs. Pour notre travail, nous avions entraîné 16 groupes d'abeilles. Dans chaque groupe, on avait utilisé une odeur déterminée associée à la solution sucrée. Et après, il fallait tester les 16 odeurs différentes pour voir si l'abeille répondait ou ne répondait pas. En gros, chaque abeille avait été testée avec 4 odeurs différentes, pas un seul. Cela, c'est parce que si on combine 16 fois 16, ça fait une quantité énorme de combinaisons, et dans chaque groupe, on avait entraîné 32 abeilles. Donc la quantité était énorme, mais on a réduit le nombre d'individus le plus possible par diverses raisons, pour ne pas maltraiter une quantité énorme d'abeilles d'abord, et aussi parce que les abeilles arrêtent de travailler quand l'automne commence à se faire sentir, et donc nous devions terminer toutes ces expériences avant que les abeilles ne se mettent en hibernation. Mais de toute manière, nous avons fait cette étude avec 2048 abeilles, ce qui est une quantité assez considérable. Nous avons contrôlé que l'abeille avait bien associé l'odeur à la présence de sucre, donc si on fait les tests avec la même substance, la réponse était très haute. Donc pour visualiser le résultat, nous avons cette figure qui montre ce tableau, semble un peu bizarre, mais non, c'est plus facile à lire de ce que vous pensez. Dans l'axe des ordonnées, l'axe vertical, nous avons chaque groupe d'abeilles pour lesquels on a utilisé une odeur dans l'entraînement. Donc nous avons les 16 odeurs utilisées dans l'entraînement. Et dans l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on a les odeurs utilisées dans les tests pour les animaux. En rouge, on a rouge-orange, c'est que la réponse était haute. Et quand on a une couleur plutôt bleue, turquoise, ça veut dire que la réponse était faible. Et ce que nous pouvons voir, c'est d'abord que, bien sûr, chaque fois qu'on a testé avec la même substance utilisée pour l'entraînement, la réponse était haute, ce n'est pas de surprise, mais aussi quand la molécule portait le même groupe fonctionnel, par exemple entre les alcools, on va voir que si la position de la fonction alcool changeait, c'est un alcool primaire ou secondaire, c'était pour l'alcool correspondant. Les abeilles, par exemple, entraînées à 2 non-anols, répondaient beaucoup à un non-anol, et vice-versa.
Et on peut dire ça pour tous les alcools. Les correspondants primaires et secondaires, il y avait beaucoup de réponses et on les voit par ces diagonales parallèles qu'on peut voir dans la figure, toutes en rouge, dans ces cadres qui représentent les différents alcools que les abeilles ont associés à la solution sucrée. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'entre les aldéhydes, les abeilles l'ont associé tous à la présence de nourriture. Ces aldéhydes sont des odeurs qu'on trouve dans beaucoup de fleurs et dans beaucoup de fruits, donc ce n'est pas étonnant que les abeilles considèrent que s'il y a présence d'aldéhydes, ça pourrait dire présence de nourriture. Et si on voit dans le cas des molécules plus longues, molécules qui ont 9 carbones, indépendamment de quel type de molécule était, c'était aldéhyde, cétone ou alcool, les abeilles répondaient beaucoup. Donc la molécule se fait plus longue, donc la chaîne carbonée avait une importance aussi pour juger, pour évaluer l'odeur comme similaire. Donc tout ça nous permet de quantifier les degrés de similarité entre les odeurs. Et c'est maintenant que tout devient un peu plus compliqué, mais pas difficile à comprendre. Par exemple, pour chaque odeur utilisée pour entraîner les abeilles, on a fait 16 tests. Et dans chaque test, on a une valeur différente. Si nous voudrions représenter toutes les positions de chaque combinaison, nous devrions utiliser chaque odeur d'entraînement comme une dimension, comme si on allait faire des axes dans lesquels on pourrait faire ces coordonnées cartésiennes. Mais le problème, c'est que nous avons 16 odeurs. Cela demande 16 dimensions. Un espace de 16 dimensions existe dans l'univers mathématique, n'existe pas dans l'univers physique. Nous sommes dans un univers à 3 dimensions. Donc, pour faire des calculs, les mathématiciens ont beaucoup de méthodes qui peuvent être appliquées à des espaces avec une quantité énorme de dimensions. Mais si nous voulons faire une représentation graphique, celui-là n'est pas possible. Et pourquoi on va faire une représentation graphique? Parce que pour savoir, pour nous représenter les odeurs ou les stimuli comme similaires ou pas similaires, nous avons une représentation qu'on appelle l'espace de perception. Et donc, je vous ai parlé dans une autre vidéo, je vous laisse les liens. Pour résumer, sans donner de détails, si nous voulions représenter les différentes notes musicales, nous pouvons avoir un clavier de piano et on va placer les notes de la plus grave à la plus aiguë. Si deux touches de piano font des sons similaires, on les met l'une à côté de l'autre. Et si le son est plus différent, on les met plus éloignés. Dans ce type de représentation, la similitude entre les différents stimuli est représentée aussi par la distance entre les différents points. Dans un espace à 16 dimensions, il est possible de calculer la distance par des méthodes mathématiques. Mais nous ne pouvons pas les représenter graphiquement parce que nous sommes limités à 3 dimensions dans l'espace physique. Mais il y a des méthodes mathématiques qui nous permettent de réduire le nombre de dimensions de façon à pouvoir représenter d'une manière compréhensible un espace à dimensions multiples. Physiquement, imaginons que nous devons dessiner une main. Et donc, si on met la main comme ça, nous avons 2 dimensions dans l'écran que vous avez là, ou dans une feuille à papier. Si je mets la main comme ça et je dessine simplement ce profil, peut-être ça ne va pas être évident que cela est la représentation d'une main. Par contre, si je veux dire que ça c'est une main et faire par exemple stop, je devrais placer la main de cette manière. Je réduis à 2 dimensions un objet qui en a 3. Nous avons pu faire la même chose avec les odeurs et cela a donné cette représentation dans laquelle nous pouvons voir quels sont les éléments des différentes molécules odorantes qui permettent de les reconnaître comme similaires ou comme pas similaires. Donc, si nous regardons la figure, nous allons voir, nous avons ici
trois représentations, la représentation en perspective, mais aussi la représentation de ces cubes regardés de manière par exemple en dessus ou regardés dans des côtés. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que par exemple vous regardez ces deux lignes graphiques vertes et bleues représentant les différents types d'alcool, et ça récapitule un peu les diagonales parallèles que nous avions dans les tableaux. Et si nous observons ce qu'on appelle ici facteur 1, ce facteur 1, c'est simplement un axe qui nous permet d'ordonner les molécules par la longueur des chaînes. Et remarquez comment les points représentant les molécules les plus longues, c'est qui ont 9 carbones, sont plus proches entre eux que les points qui ont des molécules plus courtes. Donc ce facteur nous permet de séparer les molécules par la longueur des chaînes. Le facteur de Pluto, on sépare par les différents groupes fonctionnels, aldéhyde, cétone et alcool. Et quelque chose aussi d'intéressant, c'est le facteur 3 qui nous sépare les cétones de tout le reste. Les cétones sont importantes pour les abeilles parce que la 2-hexanone est une phéromone, c'est-à-dire une substance utilisée pour la communication entre les individus pour indiquer par exemple qu'une fleur est vide. Quand l'abeille absorbe la totalité du nectar, elle-même produit de l'hexanone et marque la fleur pour que sa copine qui vient derrière ne perd pas son temps à chercher du nectar. Là-bas, la fleur est vide. Aussi, le 2-hexanone fait partie des phéromones d'alarme. Donc si, par exemple, quelqu'un agresse la colonie, il ne faut pas le faire à la maison, mais si, par exemple, il y a un animal ou quelqu'un qui va frapper la colonie, les abeilles s'énervent, sortent, et quelques-unes vont toucher avec les mandibules tout ce qui bouge autour d'elles et vont laisser une goutte de hexanone. Et donc les autres qui viennent arrière, tout énervés, vont piquer sans se poser beaucoup de questions à ce qui porte l'odeur de 2-hexanone. Dans ces cas-là, nous avons dit que la 2-hexanone ne représentait pas une situation de danger ou de manque de nourriture, tout à fait l'opposé. La 2-hexanone était associée à la présence de nourriture. Et donc, comme ces substances sont différentes de tout le reste, les cétones ont cette valeur de substances différentes du reste et les abeilles les perçoivent comme très différentes. Aussi, c'est important à dire que les abeilles ont été capables de changer la signification de la molécule. Quelque chose qui de manière innée, provoque une réponse de manière acquise, une fois qu'on a appris que les choses ne sont pas comme nous avons supposé préalablement. Les abeilles sont capables d'apprendre, de changer d'avis sur certains stimuli, certaines situations dans la vie, car ça nous apprend beaucoup des abeilles. Et en faisant toutes ces combinaisons, tout ce type de travail, nous avons pu conclure comment se construit l'espace de la perception de l'odorat. Et nous savons déjà comment était l'espace de perception du son, l'espace de perception de la couleur, de la vision des couleurs, mais pour l'olfaction, rien n'avait été fait auparavant. Donc ça a été la première fois que dans une espèce animale, grâce aux études aux abeilles, nous avons pu reconstruire un espace de perception de l'odorat. Nous savons que c'est très complexe à niveau quantité de dimensions, qu'il faut au moins 3 dimensions pour le représenter graphiquement, mais que chaque odeur va à peser pour faire les calculs mathématiques. Tout ça, je ne fais pas de détails, mais sachez que ça a été une grosse contribution. Il reste quelques questions que je ne répondrai pas aujourd'hui, mais c'est comment les abeilles font pour traiter cette information dans leur système nerveux. Comment est-ce qu'il y a un codage de l'information? Ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque? Ça peut être, si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires et je pourrai continuer en vous expliquant qu'est-ce que nous avons pu enquêter sur ce sujet. Donc voilà. Et quelque chose que je voulais dire aussi au niveau de la thèse de doctorat, comme expérience a été super formatrice et super amusante, et ça c'est très important, c'était un plaisir. Ça a impliqué un voyage de l'Argentine d'abord en Allemagne et de l'Allemagne au sud de la France, à Toulouse, rejoindre une équipe
qui était formé par des personnes avec des expériences et des points de vie très différentes. Et quelque chose aussi que je trouve très drôle, c'est les auteurs de l'article que nous avons sorti dans la revue PLOS Biology, qui est une revue qui est très importante. Et tout ça a demandé un grand effort. Et l'effort n'est pas seulement parce que bon, nous avons dû faire des expériences, des calculs, des discussions. L'effort qui a donné les meilleurs fruits, peut-être, qui n'est pas dans l'article, c'est apprendre à travailler en équipe, apprendre à travailler ensemble entre des personnes qui sont tous très différents. Donc les deux encadrants sont les deux derniers auteurs de l'article, mais les deux premiers, et ce qui est important, c'est dire que cet article a deux premiers auteurs, et les deux premiers auteurs, nous sommes deux personnes que nous n'avons rien à voir l'une avec l'autre, et cependant, nous avons pu travailler ensemble et apprendre à écrire et à sortir un texte qui n'est pas, on ne peut pas l'identifier ni à l'un ni à l'autre en particulier. Et pour moi, tout ça a été un grand plaisir, c'était hyper enrichissant et ça m'a permis d'avoir des rapports avec des personnes différentes, de différentes cultures, différentes perspectives et différentes personnalités. Et quelque chose de drôle aussi, l'anecdote, c'est que dans la revue, pour indiquer que les deux premiers auteurs ont travaillé au même niveau, d'habitude on met une petite étoile ou un petit numéro pour l'indiquer. Et dans ce cas, la revue a utilisé le yin et le yang. Et je pense qu'ils ont bien fait à choisir ce symbole qui représente un peu la complémentarité et la dynamique de quelque chose qui tourne, qui représente très bien l'esprit des deux premiers auteurs. Donc, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de vidéos de vulgarisation que je suis en train de faire? Et si vous voulez savoir plus de la partie anecdotique ou de la partie scientifique, laissez-moi dans des commentaires qu'est-ce que sont vos impressions. Valete bene.